Je vais vous raconter aujourd'hui pourquoi, dans le monde entier, le nombre de personnes fascinées par la France augmente à une vitesse presque incompréhensible. Pourquoi, à une époque où l'on critique tout, où l'on se méfie de tout, où les réseaux sociaux transforment chaque pays en cible de moquerie, la France continue-t-elle malgré tout à attirer, troubler, émouvoir et parfois même bouleverser ceux qui y vivent réellement? Pendant longtemps, l'image de la France à l'étranger reposait sur quelques clichés très puissants. Paris, la Tour Eiffel, les cafés, les croissants, le vin, la haute couture, les musées, les châteaux, la cuisine raffinée, les rues romantiques et les paysages de cartes postales. Beaucoup pensaient connaître la France avant même d'y avoir posé le pied. Pour certains, elle était un décor de film. Pour d'autres, un pays arrogant, compliqué, difficile à comprendre, prisonnier de son passé et de ses habitudes. Mais depuis quelques années, quelque chose a changé. Et ce changement est beaucoup plus profond qu'une simple mode touristique. Aujourd'hui, de plus en plus d'étrangers ne parlent plus seulement de la France comme d'un lieu à visiter. Ils parlent de la France comme d'un pays où l'on peut respirer différemment, vivre autrement, ralentir, retrouver une forme de dignité dans le quotidien. Ils ne viennent plus uniquement pour prendre des photos devant les monuments. Ils viennent pour observer les marchés du matin, les conversations dans les boulangeries, les trains régionaux silencieux à l'aube, les villages qui refusent de mourir, les repas qui durent trop longtemps. Les inconnus qui vous corrigent votre français avec sévérité mais vous raccompagnent ensuite jusqu'à la bonne rue. Dans ce contexte, l'expérience d'une femme étrangère a provoqué une onde de choc inattendue. Son nom est Emily Carter. Elle vient de Londres, au Royaume-Uni. Il y a 12 ans, elle a posé pour la première fois le pied en France, sans imaginer une seule seconde que ce pays allait non seulement changer sa façon de vivre, mais aussi sa manière de regarder le monde. Au départ, tout était presque banal. Emily étudiait les langues modernes à l'université. Elle s'intéressait au français, à la littérature européenne, à l'histoire des idées, à cette étrange relation que les Français entretiennent avec la beauté, la critique, la nourriture, le temps et la conversation. Dans ses cours, elle avait lu des extraits de Victor Hugo, de Camus, de Simone de Beauvoir. Elle avait appris les règles de grammaire, les conjugaisons, les exceptions, les pièges de prononciation. Mais quelque chose lui manquait. Elle avait l'impression que la France des livres n'était pas la vraie France. Elle voulait vérifier par elle-même ce que cachait ce pays dont tout le monde parlait, mais que peu de gens semblaient réellement comprendre. Elle voulait savoir si la réputation française n'était qu'un mythe, ou si derrière les clichés se trouvait une forme de civilisation quotidienne que l'Europe avait peut-être oubliée. Sans hésiter longtemps, elle demanda à participer à un programme d'échange universitaire. Elle pensait être envoyée à Paris, Lyon ou Bordeaux. Mais le destin en décida autrement. Elle fut affectée dans une petite ville du centre de la France, quelque part entre la Bourgogne et l'Auvergne, dans une université entourée de collines, de rivières, de vieilles pierres, de boulangeries familiales et de marchés couverts. Émilie arriva avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Elle imaginait déjà les cafés élégants, les discussions intellectuelles, les rues pleines de charme. Mais ce qui l'attendait n'était pas seulement beau. C'était plus troublant que cela. C'était plus discret, plus lent, plus humain. Et c'est précisément cette France-là, loin des cartes postales, qui allait finir par bouleverser des millions d'internautes. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, Émilie ressentit d'abord une fatigue immense. Le voyage depuis Londres n'était pas long, mais elle portait avec elle une tension intérieure, celle de quitter son univers habituel pour un pays dont elle connaissait la langue sans encore connaître l'âme. À l'aéroport, elle s'attendait à un accueil froid, impersonnel, presque brutal, comme dans beaucoup de grands hubs européens. Mais dès les premières minutes, elle fut surprise par un détail étrange. Ce n'était pas une gentillesse spectaculaire. Personne ne l'accueillit avec de grands sourires forcés. Personne ne lui fit un discours chaleureux. Pourtant, dans les gestes du personnel, dans les indications données avec précision, dans la manière dont une employée lui répéta calmement la direction du train, il y avait quelque chose de stable, de maîtrisé, presque rassurant. Puis elle prit le train vers sa ville universitaire. Et c'est là que son premier choc eut lieu. Le wagon n'était pas parfait. Il y avait des valises, des étudiants, des voyageurs fatigués, des annonces parfois difficiles à comprendre. Mais malgré tout, Émilie remarqua une sorte d'ordre silencieux. Les gens lisaient. Certains regardaient par la fenêtre. Une vieille dame tenait un sac de pain posé sur ses genoux. Un homme en costume laissa son siège à une femme enceinte sans se faire remarquer. Deux adolescents parlaient doucement, comme s'ils savaient instinctivement que l'espace public n'appartenait pas seulement à eux. Émilie venait de Londres, où le métro, les bus et les gares sont souvent saturés de bruit, de vitesse et de nervosité. Elle connaissait les trajets où chacun protège son espace comme une forteresse. Elle connaissait les regards fuyants, les écouteurs, l'indifférence. En France, elle sentit autre chose. Non pas une chaleur immédiate, non pas une convivialité exagérée, mais une sorte de retenue partagée. Une distance respectueuse. Elle se dit alors, c'est donc ici que je vais vivre. À son arrivée dans la petite ville, le contraste fut encore plus brutal. Il n'y avait pas les gratte-ciels de Londres, pas l'agitation permanente, pas les vitrines criardes ouvertes jusque tard. Il y avait une gare modeste, une place avec quelques platanes,
Une boulangerie d'où sortait une odeur de pain chaud, un café où 3 hommes discutaient politique comme si le sort du pays dépendait de leur table, et une rue principale bordée de façades anciennes. La résidence universitaire où Émilie fut logée n'avait rien de luxueux. Sa chambre était simple. Un lit étroit, un bureau en bois clair, une fenêtre donnant sur une cour intérieure, un radiateur qui faisait parfois du bruit, des murs un peu défraîchis. Au début, elle fut déconcertée. Elle avait imaginé quelque chose de plus moderne, de plus pratique, de plus international. Mais peu à peu, cet espace devint un refuge. Le matin, elle entendait les cloches de l'église au loin. À midi, les rues se vidaient presque comme si toute la ville obéissait à une règle invisible. Le soir, elle sentait l'odeur des plats préparés dans les appartements voisins. Soupe, quiche, gratin, légumes rôtis, parfois une sauce au vin qui flottait dans le couloir. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était vivant. Ce qui la toucha le plus, ce ne fut pas un monument, ni une fête, ni une grande expérience touristique. Ce fut la façon dont les Français autour d'elle habitaient leur quotidien. Un jour, Émilie se perdit près de la gare routière. Son téléphone n'avait presque plus de batterie. Elle demanda son chemin à une femme âgée qui sortait d'une pharmacie. La femme ne parlait presque pas anglais. Émilie s'attendait à un geste vague, à une excuse rapide, peut-être un haussement d'épaule. Mais la dame s'arrêta complètement. Elle posa son sac au sol, plissa les yeux, écouta la phrase hésitante d'Émilie, puis sortit de son propre sac un petit carnet. Elle dessina un plan maladroit. Elle répéta plusieurs fois le nom de la rue. Puis, voyant qu'Émilie restait confuse, elle fit quelques pas avec elle jusqu'au croisement suivant. Avant de partir, elle dit simplement « Là-bas, vous verrez, ce n'est pas compliqué. » Pas de grand sourire. Pas de démonstration. Pas de mise en scène. Juste un geste utile, accompli comme quelque chose de normal. Émilie écrira plus tard. Je ne me souviens même pas si cette femme a souri. Mais je me souviens très clairement qu'elle ne pouvait pas me laisser seule dans mon embarras. Ce détail apparemment minuscule devint pour elle une clé. La France, pensa-t-elle, n'était pas forcément un pays de gentillesse facile. Ce n'était pas un pays où tout le monde vous accueille avec une politesse commerciale. Mais c'était un pays où, très souvent, lorsqu'une situation concrète se présente, quelqu'un intervient. Pas pour briller. Pas pour être applaudi. Simplement parce que certaines choses ne se font pas, et que laisser une personne perdue sans l'aider fait partie de ces choses. Peu à peu, la vie française commença à l'étonner dans ses détails les plus ordinaires. Elle découvrit d'abord le rythme des saisons. Au printemps, les marchés se remplissaient d'asperges, de fraises, de bouquets de fleurs. Les terrasses revenaient à la vie. Les gens parlaient du temps non pas comme d'une banalité, mais comme d'un événement. En été, les places vibraient de petits concerts, de fêtes locales, de repas dehors, de touristes égarés et d'enfants courant près des fontaines. En automne, les feuilles transformaient les routes de campagne en couloirs dorés, les vitrines affichaient les champignons, les noix, les pommes, les premières soupes. En hiver, la ville semblait se replier sur elle-même, mais les boulangeries, les cafés et les maisons éclairées donnaient à cette austérité une chaleur presque intime. Émilie était frappée par une chose. En France, les saisons ne sont pas seulement des changements de température. Elles modifient la manière de manger, de se parler, de sortir, d'habiter les rues, de regarder les paysages. En Angleterre aussi, il y avait 4 saisons, bien sûr. Mais elle avait l'impression qu'en France, chaque saison avait une place culturelle, presque morale. Elle se souvint particulièrement d'un samedi de printemps où une camarade française, Camille, l'invita dans le village de ses parents. Ils allèrent au marché le matin. Le père de Camille choisissait les fromages comme s'il prenait une décision diplomatique. Sa mère discutait longuement avec le maraîcher des premières tomates. Émilie, au début, trouvait cela excessif. Pourquoi parler aussi longtemps de légumes? Pourquoi donner tant d'importance à un morceau de pain, à une salade, à une confiture? Puis, autour de la table, elle comprit. Le repas n'était pas seulement un moment où l'on mangeait. C'était un espace où l'on échangeait, où l'on se contredisait, où l'on racontait les nouvelles, où l'on transmettait une mémoire. La France ne mettait pas seulement de la nourriture dans l'assiette. Elle mettait du temps, de l'attention, une forme d'exigence envers la vie. Et c'est là que mon avis personnel entre en jeu. Beaucoup d'étrangers se moquent des Français en disant qu'ils compliquent tout, qu'ils discutent trop, qu'ils critiquent trop, qu'ils prennent trop de temps pour manger. Mais peut-être que cette complication est précisément ce qui protège encore une partie de leur humanité. Dans un monde où tout doit être rapide, rentable, simplifié, optimisé, la France garde parfois cette manie presque provocante de dire « Non, une baguette n'est pas seulement du pain, un repas n'est pas seulement du carburant, une place de village n'est pas seulement un espace vide. Une conversation n'est pas seulement un échange d'informations. » Émilie commença alors à publier des photos sur ses réseaux sociaux. Au début, elle ne cherchait pas la viralité. Elle photographiait simplement ce qui la touchait, une boulangerie ouverte avant l'aube, une vieille façade couverte de vignes, 2 retraités discutant devant un kiosque, une librairie indépendante, une table de café où un livre était posé à côté d'un espresso. Des enfants sortant de l'école avaient des cartables trop grands, un marché du dimanche sous la pluie. Ses abonnés londoniens réagirent d'abord avec amusement.
tu deviens française. Encore une photo de pain? Pourquoi tout a l'air si calme? Mais petit à petit, les commentaires changèrent. Des gens commencèrent à écrire. J'aimerais vivre dans un endroit comme ça. On dirait que les gens ont encore le temps. Ce n'est pas luxueux, mais c'est beau. Je ne pensais pas que la France réelle ressemblait à cela. Un jour, Émilie publia une scène qui allait tout déclencher. Elle était entrée dans une petite boulangerie de quartier. Devant elle, un homme âgé comptait lentement ses pièces. Il lui manquait quelques centimes pour payer son pain et une pâtisserie. La boulangère vit son embarras, fit semblant de ne pas remarquer le manque, glissa la pâtisserie dans le sachet et dit simplement « Vous me réglerez la prochaine fois ». L'homme voulut protester, mais elle passa déjà au client suivant, comme si rien ne s'était produit. Émilie prit une photo de la devanture, sans montrer les personnes. Elle écrivit « J'aime la France pour ces moments que personne ne filme. Ici, la dignité se cache parfois dans une phrase prononcée derrière un comptoir. » Le message explosa. Des milliers de personnes le partagèrent. Des Français commentèrent « C'est vrai, on ne s'en rend même plus compte. » Des Italiens écrivirent « Cela me rappelle mon village. » Des Britanniques dirent « Nous avons perdu quelque chose. » Des Américains furent surpris. On parle toujours de Paris et du luxe, mais jamais de cette France-là. Très vite, les publications d'Émilie furent reprises par des forums anglophones, puis par plusieurs médias en ligne. Une émission britannique consacra même un sujet à son expérience sous un titre provocateur, La France ordinaire qui fascine les étrangers. Et soudain, une question commença à circuler. Pourquoi les choses les plus banales de la vie française semblent-elles toucher autant de gens à l'étranger? La réponse est dérangeante, parce qu'elle oblige à regarder le monde actuel en face. Ce qui bouleverse les étrangers dans la France décrite par Émilie, ce n'est pas seulement la beauté. Ce n'est pas seulement la gastronomie. Ce n'est pas seulement l'histoire. C'est l'impression qu'il existe encore, malgré tous les problèmes, une certaine idée du lien social. Une idée imparfaite, parfois contradictoire, parfois agaçante, mais réelle. Émilie remarqua par exemple la manière dont les Français respectaient certains lieux publics. Les parcs n'étaient pas toujours impeccables, les gares pouvaient être chaotiques, les administrations pouvaient rendre fou n'importe quel étranger. Mais dans beaucoup de petites villes, elle voyait des gestes minuscules, des habitants qui ramassaient un papier tombé près d'un banc, des voisins qui entretenaient des jardinières communes, des commerçants qui connaissaient les prénoms des enfants. Des bibliothécaires qui recommandaient un livre avec passion, des chauffeurs de bus qui attendaient quelques secondes une personne âgée courant difficilement vers l'arrêt. Ce n'était pas un paradis. Émilie ne l'a jamais prétendu. Et c'est peut-être pour cela que son témoignage a eu tant de force. Elle ne vendait pas une France parfaite. Elle montrait une France humaine. Elle parla aussi de ce qui l'avait dérouté. Les Français peuvent être brusques. Ils corrigent facilement. Ils aiment débattre jusqu'à l'épuisement. Ils disent non avec une franchise qui peut blesser. Ils râlent contre leur propre pays avec une énergie presque théâtrale. Mais, selon Émilie, derrière cette dureté apparente se cache souvent une forme d'attachement très profond aux choses communes. Elle raconta une scène dans un train régional. Le train avait 5 minutes de retard. Les passagers soupiraient, certains levaient les yeux au ciel, un homme commentait déjà « c'est toujours pareil ». Pour Émilie, habituée à des retards beaucoup plus importants en Angleterre, cette réaction semblait excessive. Mais quelques minutes plus tard, elle comprit autre chose. Les gens râlaient parce qu'ils attendaient encore quelque chose du service public. Ils se plaignaient parce qu'ils considéraient que le train devait être fiable. Leur irritation n'était pas seulement du caprice. C'était aussi la preuve d'une exigence collective. Ce point est essentiel. À l'étranger, on caricature souvent les Français comme des râleurs professionnels. Mais Émilie finit par penser que cette tendance à râler n'était pas uniquement négative. Elle révélait une société qui n'avait pas complètement renoncé à l'idée que les choses doivent fonctionner, que la vie collective mérite d'être défendue, que les citoyens ont le droit d'attendre mieux. Dans beaucoup de pays, les gens subissent en silence. En France, ils contestent, critiquent, débattent. Cela peut fatiguer. Cela peut devenir insupportable. Mais cela montre aussi qu'une partie du peuple refuse de devenir complètement indifférente. Au fil des années, Émilie resta en France. Son échange universitaire se transforma en stage, puis en emploi. Elle enseigna l'anglais dans une école privée, traduisit des textes, travailla avec des associations culturelles. 12 ans passèrent. Et plus elle vivait en France, plus elle comprenait que ce pays ne se donne pas immédiatement. Il faut du temps pour l'approcher. La première couche, c'est le cliché. Paris, le vin, la mode, la gastronomie. La deuxième couche, c'est la frustration, la paperasse, les grèves, les horaires, les fermetures inattendues, les gens qui ne répondent pas toujours comme on l'espère, les règles implicites. Mais la troisième couche, plus profonde, est celle qui retient tant d'étrangers, une forme de richesse calme, presque invisible, faite de conversations, de rituels, de paysages, de respect du goût, de protection du temps libre, de fidélité au lieu. De méfiance envers la marchandisation totale de la vie. Émilie écrivait souvent « La France n'est pas toujours facile, mais elle vous oblige à ne pas vivre n'importe comment. »
Cette phrase a choqué certains internautes. Des Français lui ont répondu « Vous idéalisez notre pays ». D'autres ont écrit « Vous ne connaissez pas les vraies difficultés ». Et ils n'avaient pas complètement tort. La France connaît des tensions sociales, des inégalités, des violences, des crises politiques, des fractures territoriales, des inquiétudes sur l'avenir. Personne ne peut sérieusement nier cela. Mais Émilie ne disait pas que la France était parfaite. Elle disait que, malgré tout, elle y avait trouvé quelque chose qui manque cruellement ailleurs, l'idée que la vie quotidienne mérite encore d'être défendue contre la brutalité du monde moderne. Elle donna l'exemple des pauses déjeuner. En Angleterre, elle avait vu des collègues manger devant leur ordinateur, avaler un sandwich sans parler à personne, traiter le repas comme une interruption gênante entre deux tâches. En France, même dans des milieux professionnels très occupés, elle voyait encore des gens sortir, s'asseoir, parler, commenter le plat, débattre d'un film, se disputer gentiment sur la politique ou la cuisson d'un steak. Au début, je pensais qu'ils perdaient du temps, avoua-t-elle. Puis j'ai compris qu'ils protégeaient leur vie. Cette phrase, elle aussi, devint virale. Parce qu'elle touchait un point sensible. Dans de nombreux pays, la vie est devenue une course. On travaille vite, on mange vite, on répond vite, on consomme vite, on se fatigue vite. La France, malgré toutes ses contradictions, donne parfois l'impression de résister. Pas toujours. Pas partout. Mais assez souvent pour que les étrangers le remarquent. Émilie parla également des villages français. Elle avait voyagé dans le Lot, en Bretagne, en Alsace, en Provence, dans le Jura, en Dordogne. Elle découvrit des endroits où les gens se connaissaient depuis des générations, où la boulangerie servait de centre d'information, où le marché hebdomadaire était presque une institution, où les paysages n'étaient pas seulement beaux mais habités par une mémoire. Elle raconta une matinée dans un village de Bourgogne. Une femme âgée arrosait des fleurs devant sa maison. Émilie s'arrêta pour admirer la façade. La femme lui demanda d'où elle venait. En quelques minutes, la conversation passa de la météo au prix des cerises, puis à la guerre, puis à l'exode rural, puis à la difficulté de garder une école ouverte dans le village. Émilie fut frappée par cette profondeur soudaine. En France, une conversation ordinaire pouvait basculer très vite vers l'histoire, la politique, la mémoire familiale. C'est une chose qui fascine beaucoup d'étrangers. Les Français ne séparent pas toujours la vie quotidienne des grandes idées. On peut parler de pain, puis de république, de vin, puis d'agriculture, d'un train en retard, puis de l'avenir du service public. Ce mélange peut sembler épuisant, mais il donne aussi au quotidien une densité particulière. Les publications d'Émilie prirent alors une ampleur inattendue. Elle ne montrait pas la France des influenceurs de luxe. Elle montrait une France de bancs publics, de marchés, de gares, de librairies, de conversations, d'escaliers usés, de maisons aux volets bleus, de cafés où les habitués ont leur table. Et le monde semblait répondre. Nous avions oublié que cela pouvait encore exister. Un autre épisode renforça encore son audience. Un soir d'hiver, Émilie rentrait tard après un cours. Il pleuvait. Elle n'avait pas de parapluie. À l'arrêt de bus, une femme d'une cinquantaine d'années remarqua qu'elle était trempée. Sans poser beaucoup de questions, elle partagea son parapluie avec elle. Elles parlèrent peu. La femme descendit 2 arrêts plus loin, lui laissa le parapluie et dit « Gardez-le, j'en ai un autre chez moi ». Émilie fut bouleversée par la simplicité du geste. Elle écrivit plus tard « Ce n'était pas une gentillesse spectaculaire. C'était mieux que cela. C'était une gentillesse qui ne demandait pas à être vue ». Cette phrase résume peut-être ce que beaucoup d'étrangers découvrent en France. Les Français ne sont pas toujours chaleureux au premier contact. Ils ne pratiquent pas forcément la gentillesse expansive. Mais dans certains moments, ils peuvent faire preuve d'une solidarité discrète, presque pudique, qui touche d'autant plus qu'elle n'est pas théâtrale. Bien sûr, certains diront, ce n'est pas propre à la France. Et ils auront raison. On trouve de la gentillesse partout. Mais ce qui a frappé Émilie, c'est la façon dont cette gentillesse s'inscrivait dans un cadre de vie. Le quartier, le commerce, le train, le marché, l'école, la rue. Elle ne venait pas seulement des individus. Elle semblait soutenue par des habitudes collectives, par des formes sociales encore vivantes. Elle remarqua aussi la valeur accordée à la culture. Dans une petite ville, elle fut étonnée de voir une médiathèque pleine un mercredi après-midi. Des enfants choisissaient des bandes dessinées, des retraités lisaient les journaux, une étudiante travaillait sur son ordinateur, un bibliothécaire aidait un homme à trouver un roman. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais Émilie voyait là une chose rare, un lieu public où l'on ne demandait pas aux gens d'acheter quelque chose pour avoir le droit d'exister. Dans un monde où presque tous les espaces deviennent commerciaux, cela l'a profondément marquée. Elle publia « En France, il existe encore des lieux où l'on peut simplement être là ». La phrase fit débat. Certains Français répondirent que beaucoup de bibliothèques manquent de moyens. D'autres rappelèrent que les petites communes souffrent. Mais des étrangers furent frappés par cette idée. Pouvoir être quelque part sans consommer. Pouvoir lire, s'asseoir, attendre, réfléchir. Cela paraît banal, mais dans certaines sociétés, c'est devenu presque un luxe.
Émilie finit par comprendre que la France attirait non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle conservait des résistances. Résistance à la vitesse. Résistance à l'uniformité. Résistance à l'idée que tout doit se vendre. Résistance à la disparition des lieux. Résistance à la réduction de l'être humain à son efficacité. Voilà pourquoi, selon elle, tant d'étrangers deviennent peu à peu des admirateurs de la France. Non pas des admirateurs aveugles, mais des gens qui voient dans ce pays quelque chose qu'ils aimeraient retrouver chez eux. Après 12 ans, Émilie ne se considérait plus comme une simple étrangère de passage. Elle parlait français avec un accent léger, mais assumé. Elle connaissait les codes, les horaires impossibles, les débats interminables, les subtilités de politesse. Elle savait qu'il ne fallait pas toucher les fruits sur certains marchés sans demander. Elle savait que dire bonjour en entrant dans un commerce n'était pas une option, mais une règle presque sacrée. Elle savait que refuser un fromage pouvait devenir une affaire diplomatique. Elle savait aussi que derrière une remarque sèche pouvait se cacher une vraie disponibilité. L'une des choses qui l'émut le plus fut la manière française de respecter parfois le refus. En Angleterre, disait-elle, on évite souvent le conflit par politesse, mais cette politesse peut devenir une prison. En France, les gens disent plus facilement non. Au début, cela la blessait. Puis elle comprit que ce non pouvait aussi être une manière de respecter la limite de chacun. Une amie française lui dit un jour, « Si je te dis oui alors que je pense non, je ne te rends pas service. » Cette phrase resta gravée dans sa mémoire. Elle y vit une forme d'honnêteté sociale. Pas toujours agréable, mais précieuse. Émilie ne cachait pas non plus les aspects difficiles. Elle parla de l'administration française, qu'elle décrivit comme un labyrinthe construit par des gens intelligents pour tester la patience humaine. Elle parla des grèves qui l'avaient bloquée, des conversations où elle s'était sentie jugée, des moments de solitude, des codes implicites difficiles à saisir. Mais elle ajoutait toujours, « Si je suis restée, c'est parce que derrière ces difficultés, j'ai trouvé une manière de vivre qui me manquait. » Son témoignage provoqua une discussion passionnée en ligne. Certains Français furent fiers. D'autres furent sceptiques. Quelques-uns se moquèrent. Encore une étrangère qui fantasme la France. Mais beaucoup reconnurent une chose troublante. Parfois, il faut le regard d'un étranger pour voir ce que l'on ne voit plus. Et c'est là que l'histoire devient importante pour le public français. Car les Français sont souvent les premiers à dénigrer leur propre pays. Ils voient les problèmes, les crises, les tensions, les absurdités. Ils ont raison de les voir. Mais à force de regarder uniquement ce qui se dégrade, ils oublient parfois ce qui existe encore. Ils oublient que beaucoup d'étrangers regardent la France avec étonnement non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle possède encore des choses que d'autres sociétés ont perdues. La France possède encore des marchés où l'on parle aux producteurs. Des cafés où l'on peut rester longtemps. Des librairies où l'on conseille vraiment. Des villages qui se battent pour garder une école. Des repas de famille où 3 générations s'affrontent sur la politique avant de partager un dessert. Des paysages protégés non seulement pour leur beauté, mais pour ce qu'ils racontent. Des gens capables de critiquer leur pays toute la journée, puis de le défendre farouchement dès qu'un étranger le méprise. C'est contradictoire. C'est français. Émilie conclut souvent ses vidéos par cette idée. La vraie beauté de la France n'est pas seulement dans ses monuments. Elle est dans les gestes minuscules qui disent que la vie commune compte encore. Et cette idée, aujourd'hui, résonne fortement. Dans une époque marquée par la solitude, la vitesse, la division, l'agressivité numérique et la perte de repères, la France ordinaire d'Émilie agit comme un contre-récit. Elle rappelle que le bonheur ne se trouve pas forcément dans le spectaculaire. Il peut se trouver dans une baguette chaude partagée sur un banc, dans une conversation avec un commerçant, dans un train silencieux traversant les champs, dans une bibliothèque municipale, dans un marché sous la pluie, dans une voisine qui prête un parapluie sans demander votre histoire. Ce que les étrangers découvrent en France, ce n'est pas seulement un pays. C'est une possibilité de vivre autrement. Alors oui, la France a ses colères. Oui, elle a ses lourdeurs. Oui, elle peut être difficile, contradictoire, impatiente, orgueilleuse, épuisante. Mais peut-être que c'est aussi cela qui la rend si profondément humaine. Elle n'a jamais complètement accepté de devenir lisse. Elle n'a jamais totalement renoncé à discuter, à contester, à défendre ses repas, ses places, ses mots, ses paysages, ses services publics, ses habitudes, ses contradictions. Emily Carter, cette Britannique arrivée presque par hasard dans une petite ville française, n'a pas découvert une France parfaite. Elle a découvert une France vivante. Et c'est précisément cette France imparfaite, quotidienne, parfois rude mais profondément attachante, qui a touché des milliers de personnes dans le monde. Si vous vivez en France, peut-être que vous ne voyez plus ces choses. Peut-être que la boulangerie du coin vous semble normale. Peut-être que le marché du samedi vous paraît banal. Peut-être que les platanes de la place, les volets des maisons, les discussions au café, les repas qui durent trop longtemps, les bonjours obligatoires, les débats sans fin, les voisins qui surveillent tous mes rangs de service quand il faut, tout cela vous paraît simplement ordinaire. Mais pour beaucoup d'étrangers, cette ordinarité est un choc. Un choc silencieux. Un choc qui ne fait pas la une des journaux, mais qui change une vie. Émilie le répète encore aujourd'hui. La France m'a appris que la douceur n'est pas toujours bruyante.
Parfois, elle se cache dans la manière dont un pays refuse de laisser disparaître ses petits rituels. Et peut-être est-ce là le message le plus important. La France n'a pas besoin d'être idéalisée pour être aimée. Elle a besoin d'être regardée avec honnêteté. Avec ses défauts, ses tensions, ses crises, mais aussi avec cette richesse discrète qui continue de fasciner ceux qui prennent le temps de vivre au milieu d'elle. Si vous avez l'occasion de regarder votre propre pays avec les yeux d'un étranger, ne vous arrêtez pas seulement aux grands monuments ou aux problèmes qui font du bruit. Regardez les choses simples. Le pain posé sur une table. Le serveur qui connaît les habitués. Le marché qui résiste au supermarché géant. La grand-mère qui corrige la recette. Le libraire qui défend un auteur oublié. L'inconnu qui vous indique la route avec un sérieux presque solennel. Le village qui refuse de fermer sa fête annuelle. Le train en retard qui provoque une discussion nationale miniature dans un wagon. C'est là, peut-être, que se trouve la France qui fascine le monde. Non pas une France de brochures touristiques. Non pas une France figée dans le luxe ou la nostalgie. Mais une France quotidienne, vivante, fragile, parfois agaçante, souvent magnifique, qui rappelle à ceux qui la traversent qu'un pays n'est pas seulement un territoire. Un pays, c'est une manière d'accorder de l'importance aux choses. Et tant que la France continuera à donner de l'importance à un repas, à une conversation, à une rue, à une librairie, à un marché, à une école de village, à une place publique, à une phrase bien dite, à un geste discret, alors elle continuera à troubler le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur la France, sur ce que les étrangers voient parfois mieux que nous, et sur ces petites habitudes que l'on croit banales mais qui peuvent bouleverser une vie, soutenez cette vidéo. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à explorer ces regards venus d'ailleurs qui révèlent une France que beaucoup de Français avaient peut-être oubliée. À très bientôt.